Dans certaines zones obscures du système solaire se cachent des mondes à la chimie complexe et si difformes qu'ils frôlent le bizarre. Le plus étonnant a été de découvrir la grande variété des objets qui habitent le système solaire. Autour des planètes, on trouve des lunes dont on n'avait pas compris jusque-là ce qu'elles étaient et qui sont maintenant au centre des recherches astronomiques les plus pointues. Ce qui était surprenant, c'est qu'elle ne ressemblait pas à notre Lune. Mais ces éléments du système solaire qu'on dit mineurs ne sont pas d'un moindre intérêt. Quelle surprise nous réservent les lunes du système solaire? Le système solaire a toujours été un terrain fertile pour les écrivains de science-fiction. Mais grâce aux télescopes de plus en plus perfectionnés et aux sondes robotisées, aujourd'hui le rideau s'est levé sur un nouveau balai lunaire. Il y en a qui se déplacent dans un sens, d'autres dans le sens inverse. Elles filent à des vitesses différentes. Celles qui orbitent à l'intérieur dépassent celles qui sont à l'extérieur. Il y a une cinquantaine d'années, on pensait que le système solaire n'abritait que 32 lunes. Elles allaient de Ganymède, qui gravite autour de Jupiter et qui est plus grande que la planète Mercure, jusqu'aux petits astéroïdes comme les lunes de Mars, Phobos et Deimos. Mais ce nombre a explosé. En 2007, des scientifiques annoncent la découverte de 20 nouvelles lunes autour de Jupiter, d'une autour de Saturne et de 3 autour de Neptune. Ce qui s'est passé, c'est que les télescopes astronomiques ont été équipés de ce qu'on appelle des caméras CCD. Ce sont des caméras numériques, comme tout le monde en a aujourd'hui. Il est difficile d'obtenir des astronomes le nombre exact de lunes ou de satellites du système solaire. Au fur et à mesure que les caméras deviennent plus sensibles et les télescopes plus puissants, on en découvre de plus en plus. Elles sont classées en 2 grands groupes. Il y a celles qui tracent des orbites quasi circulaires au-dessus du plan de l'équateur de leur planète. Ce sont les lunes régulières. Notre Lune s'est formée lors d'un impact, mais toutes les autres se sont agglomérées à partir de la soupe gazeuse qui entoure leur planète parente, un processus connu sous le nom d'accrétion. Un exemple classique de satellite régulier, ce seraient les lunes galiléennes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Le matériau qui allait donner naissance à Jupiter était un peu trop abondant, le surplus s'est donc accumulé pour former les lunes. Les lunes irrégulières suivent des orbites inclinées et fortement elliptiques, dans le plan de l'équateur de leur planète. La plupart d'entre elles se déplacent de façon rétrograde, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que leur planète tourne dans l'autre sens. Phoebe, un satellite de Saturne récemment découvert, en est un parfait exemple. Au début, elle était indépendante et tournait autour du Soleil, avant d'être capturée par Saturne, plus massif. Qu'elles soient régulières ou irrégulières, les lunes évoluent dans la zone gravitationnelle de leur planète. On appelle l'étendue approximative de cette région la sphère de Hill. Elle tient son nom de George William Hill, un astronome américain qui a défini ce concept au milieu des années 1800. La sphère de Hill est cette zone qui se déplace en même temps qu'une planète et dont la force gravitationnelle est plus forte que celle du Soleil. Les lunes de Mars, Deimos et Phobos, ont des comportements très différents à l'intérieur de la sphère de Hill. Si la planète tourne plus vite que son satellite, comme c'est le cas pour Deimos, les forces de marée vont pousser la Lune de plus en plus loin. Phobos, lui, tourne plus vite que Mars. Ces petites lunes ont été découvertes en 1877 par un astronome américain, Asaph Hall. Il a donné à Phobos le nom du dieu grec de la peur et à Deimos celui du dieu de la terreur.
Tom Duxbury faisait partie de la mission Mariner 9, qui en novembre 1971 a photographié pour la première fois les deux lunes en forme de pommes de terre. C'était tard dans la nuit, par une journée froide, pluvieuse, sombre et maussade. J'ai tourné la photo sur le côté. La lune ressemblait à un crâne. C'était une image sinistre. Phobos poursuit une trajectoire fatale. Elle orbite à 5500 km de Mars, c'est-à-dire plus près de sa planète que toute autre lune du système solaire. Si la nôtre était aussi proche de la Terre que Phobos l'est de Mars, elle nous semblerait 20 fois plus grande. La durée de son orbite se compterait en heures et non en jours comme c'est le cas. Et quand elle serait pleine, elle couvrirait le ciel. Les marées diurnes auraient une amplitude 10 fois plus importante. Et la Lune finirait peut-être par s'écraser sur la Terre. La situation délicate de Phobos est liée à un processus que l'on appelle l'accélération séculaire. Tandis que le satellite se déplace plus vite que Mars, des forces de marée s'élèvent à la surface de la planète qui attirent Phobos vers elle un peu plus à chaque orbite. La lutte entre les deux objets ressemble aux forces qui s'exercent dans un jeu populaire américain, le Tetherball. Imaginons que la balle soit la Lune, le poteau la planète, et que la corde entre le poteau et la balle représente la force de gravitation de la planète. Nous voyons que la force de gravitation pousse la Lune à accélérer. Elle va de plus en plus vite et poursuit son chemin jusqu'à frapper le poteau. C'est exactement ce qui arrive à Phobos. Elle orbite autour de Mars plus vite que celle-ci n'avance. L'interaction de marée la pousse à se rapprocher et à accélérer sa marche. Nous pensons que dans 50 millions d'années, Phobos en arrivera à toucher Mars et qu'il disparaîtra en tant que Lune. De son côté, Deimos, qui est plus à l'extérieur, avance plus lentement que Mars. Il déroule donc la corde dans un mouvement opposé et nous le voyons s'en éloigner progressivement. Il est possible que dans le futur, Deimos soit attiré loin de sa planète par la force de gravitation du Soleil. Et un jour peut-être, Mars n'aura plus de lune. Comme Phobos prend de l'avance sur la rotation de Mars, il semble se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Au lieu d'avoir sa planète qui tourne plus vite que lui, comme c'est le cas de notre Lune et d'autres satellites, et donc de se lever à l'est et de se coucher à l'ouest, il est en avance sur la rotation de sa planète, et par conséquent se lève à l'ouest, se déplace en tête et se couche à l'est. Il faudra au moins 50 millions d'années avant que Phobos ne disparaisse complètement. Avant cela, on aura peut-être commencé à coloniser Mars. C'est cette idée qu'a développée l'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke dans son livre « Les sables de Mars ». Nous n'avons aucune véritable raison de coloniser Phobos, mais sa position fait de ce satellite une étape naturelle sur la route vers Mars. Du point de vue de la force gravitationnelle, il est beaucoup plus facile d'aller sur Phobos, où il n'y en a aucune, que de lutter avec celle de Mars pour s'opposer à sa surface. De Galilée à Stanley Kubrick, les planètes géantes du système solaire externe ont toujours enflammé l'imagination des créateurs. Mais en réalité, les explorer serait courir au suicide. La pression accablante de l'atmosphère très épaisse de Jupiter rendrait presque impossible tout mouvement. Pourtant, les satellites de ces monstres peuvent être des plateformes intéressantes pour leur exploration et même leur future colonisation. Ces prisonniers de la force gravitationnelle de Jupiter sont-ils des mondes hostiles? Y a-t-il une chance qu'ils abritent une forme de vie?
Ou bien pourrait-il être un havre de sécurité pour les générations futures d'explorateurs planétaires? Jusqu'à une époque toute récente, on savait très peu de choses sur les lunes des géantes gazeuses et glacées. La plupart d'entre elles restaient cachées à l'abri de leur planète. Aujourd'hui, les télescopes et l'exploration spatiale nous révèlent un royaume peuplé par une foule de lunes. Certaines, sphériques, sont semblables à des planètes. D'autres, difformes, mesurent à peine 45 km de diamètre. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, est un aimant pour les lunes. Elle s'est formée il y a près de 4,5 milliards d'années quand un nuage massif de gaz s'est effondré sur lui-même. Ce processus, appelé accrétion, a marqué les débuts du système jupitérien. La plus grande partie du gaz et du matériau qui tournoyait dans l'espace a commencé à former la planète. Et l'autre petite partie s'est rassemblée en amas, tourbillonnant dans l'orbite de Jupiter. Ces accrétions miniatures se sont ensuite solidifiées pour former ces lunes régulières, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Une fois Jupiter formée, elle a commencé, grâce à sa force gravitationnelle, à faire entrer dans son cheptel de petits débris, reliquats de la naissance du système solaire primitif. Les planètes géantes se sont formées dans un environnement riche en gaz, là où une foule de petites épaves flottait dans le système solaire, prêtes à être capturées. Le nombre de lunes de Jupiter peut aller de 60 à 200, selon les spécialistes qui en font le compte. Il est clair que si l'on pouvait se placer à la périphérie de l'atmosphère gazeuse de Jupiter et regarder le ciel, on pourrait admirer le balai somptueux de ces lunes satellites. Ce serait merveilleux de pouvoir observer ces lunes. À certains moments, on verrait passer Io. Et lors d'un passage sur deux, on apercevrait en même temps Europe. Et une fois sur 4, on verrait aussi Ganymède. Un des satellites de Jupiter a été tellement maltraité par l'énorme masse de la planète qu'il a littéralement été éjecté vers l'extérieur. En février 2007, le vaisseau spatial New Horizons, en route pour Pluton, a dirigé ses télescopes vers Io. Celle-ci, qui est à peu près de la taille de notre Lune, orbite à une distance de 395 000 km de Jupiter. Elle se différencie des autres satellites de la grande planète gazeuse par ses éruptions volcaniques spectaculaires. La sonde New Horizons a pris des images détaillées de la lave brillante qui a coulé à la surface de Io et de l'immense panache de poussière, long de 350 km, qui s'élève au-dessus de la Lune en fusion. Comme toutes les lunes régulières de Jupiter, Io tire son nom de celui d'une maîtresse du dieu romain. Elle a été découverte par Galilée en 1610, puis photographiée pour la première fois par Pioneer 1 en 1974 et de nouveau par Voyager en 1979. Son activité trépidante a intrigué les spécialistes pendant des décennies. Chaque jour, à chaque seconde, une tonne de matériaux s'échappe de cette lune qu'est Io. C'est une machine phénoménale. J'aimerais pouvoir aller sur Io, mais ce serait très dangereux, chaud et sulfureux. Io est trop petite. Il est impossible qu'elle ait entretenu la fusion de son noyau depuis sa formation. Un autre processus mystérieux est responsable de cette chaleur. Il se peut que tout l'intérieur de Io soit en fusion, parce qu'elle est comprimée du fait qu'elle orbite autour de Jupiter. Ce phénomène est connu sous le nom de chauffage de marée. La force de gravitation massive de Jupiter provoque une friction interne du noyau de Io. De même qu'un sculpteur malaxe un morceau froid d'argile, Jupiter pétrit et masse Io en permanence. C'est comme si la grande planète reprenait sans fin son ouvrage. Si une lune est soumise au chauffage de marée, elle devient malléable. Elle peut être étirée comme l'argile et déformée par les forces gravitationnelles de sa planète. La surface de la Lune est froide. Elle se brise comme l'argile que l'on peut alors déchirer. Mais l'intérieur est chaud et peut littéralement couler, s'étirer, être malaxé par l'action gravitationnelle de la planète dont elle est le satellite. La plupart des lunes régulières ont des orbites circulaires.
Le phénomène de chauffage de marée se produit lorsque le satellite suit une orbite plus allongée et que la distance qui le sépare de sa planète change radicalement au cours d'une même révolution. On observe ce type d'orbite excentrique lorsque les forces gravitationnelles viennent la perturber. Quand une lune subit une orbite excentrique, c'est-à-dire une orbite qui n'est pas circulaire, tantôt elle se rapproche et tantôt elle s'éloigne de la planète. Et quand elle en est très proche, elle est comprimée et mise en pièces. Io est en résonance orbitale avec les autres satellites que sont Europe et Ganymède. Pendant que Jupiter et Io luttent pour trouver une relation synchrone, Europe et Ganymède attirent Io dans une direction opposée, tandis que Jupiter l'attire dans l'autre sens, et elle se retrouve à la fois écartelée et comprimée. Le chauffage de marée qui s'exerce sur Io produit ces volcans prodigieux, mais a également un autre effet. Il est à l'origine du plus grand objet stationnaire visible du système solaire, un nuage gazeux massif, 500 fois plus grand que Jupiter. En 1990, le professeur Michael Mendillo et son équipe de l'université de Boston ont découvert un immense nuage gazeux qui s'étend de part et d'autre de Jupiter. Ils ont été les premiers à photographier en entier la nébuleuse, ainsi qu'à découvrir son origine et le mécanisme qui lui permet de se développer. Io n'est pas grande, donc elle n'a pas une large atmosphère. Mais ces volcans lui fournissent en permanence un matériau qui la remplace. On peut se demander pourquoi elle n'a pas une atmosphère immense, puisque tous ces volcans sont en activité depuis l'éternité. C'est parce que ce matériau s'échappe. On a récemment découvert que les laves d'Io étaient riches en sodium. Bien que celui-ci ne représente que 5% des matériaux éjectés, les télescopes terrestres le détectent facilement, car il émet une lumière jaune. Sur Terre, il est souvent utilisé pour éclairer les rues des villes du monde entier. Le sodium et les autres molécules gazeuses sont bombardés d'électrons du puissant champ magnétique de Jupiter. Les électrons et les protons ionisent certaines de ces particules. À présent sous forme de plasma, ces ions sont emportés par la magnétosphère puissante de Jupiter. Et leur vitesse augmente rapidement lorsqu'ils sont capturés par le champ magnétique de la planète. C'est comme s'ils faisaient un tour de manège cosmique. Les lignes de champ magnétique ont des pôles ici et un peu partout. L'atome de sodium est ramené avec cet électron. Maintenant, je suis dans le tore de plasma de Jupiter avec les autres ions et électrons qui ont déjà été capturés. Les ions et les électrons se combinent à nouveau. Ce qui est neutre n'est pas emprisonné par le champ magnétique et en sort à une vitesse encore plus grande. Cela suffit pour échapper à Jupiter. Et ils forment le plus grand nuage gazeux visible et permanent du système solaire. Si nous pouvions voir à l'œil nu cette nébuleuse, elle prendrait la place de 12 lunes dans le ciel nocturne. Elle est tellement immense que Mendillo et son équipe ont créé un télescope spécifique pour pouvoir l'étudier. Pour disposer d'un grand champ de vision, vous n'avez besoin que d'une petite lentille, comme d'une paire de jumelles. En 1991, le télescope était peut-être d'un type courant, mais sa caméra était très sophistiquée et même révolutionnaire pour l'époque, puisqu'il s'agissait d'un appareil numérique. Une fois que vous avez une image en binaire, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Mendillo et son équipe savaient qu'il y avait du sodium dans la nébuleuse. Il y en a aussi dans l'atmosphère de la Terre. Ils ont ainsi comparé les images numériques des atmosphères de Jupiter et de la Terre et mis au point une image de la nébuleuse. Avant, c'était très difficile. On n'avait que 2 photos, 2 feuilles de papier. Maintenant, avec ces caméras numériques, la façon dont nous pouvons produire les images a changé du tout au tout. Io, d'un point de vue esthétique et scientifique, serait une destination fascinante. Mais son environnement hostile représente sans doute un obstacle incontournable. Même une sonde robotisée aurait des difficultés à se poser parmi les fissures éruptives du satellite. Mais il existe une autre lune en orbite autour de Jupiter qui pourrait accueillir une mission d'exploration
et peut-être même abriter des formes de vie extraterrestres. Europe est un des objets les plus fascinants et les plus énigmatiques de notre système solaire. Elle ne ressemble à aucun autre endroit, et bien sûr, on ne trouve rien de tel sur la Terre. Quand on voit les images qui ont été prises de sa surface, on observe des fissures, un terrain très modelé et même chaotique. Il y a aussi comme des icebergs dans certaines zones. Nous savons qu'Europe est une lune extraterrestre. Pourrait-elle aussi abriter des formes de vie extraterrestres? Europe orbite à 400 000 km de Jupiter, 2 fois plus loin que Io. Et elle est, comme sa cousine au volcan actif, modelée par les forces de marée. C'est Jupiter qui a le plus d'influence. Sa masse, comme un amant insistant, tire le satellite vers lui. Europe résiste avec sa propre force de gravitation, et les deux objets vivent en symbiose à des centaines de milliers de kilomètres au-dessus de la gazeuse géante. Mais il n'y a pas que Jupiter qui attire Europe. La petite Io et Ganymède, son homologue plus grande, tirent Europe dans d'autres directions. C'est le même phénomène de résonance orbitale que celui qui agit sur Io. Mais les conséquences en sont très différentes sur Europe. Il fait très froid à l'extérieur, moins 300 degrés à certains endroits, mais la Lune est chaude à l'intérieur. Et ce qu'on voit remonter à sa surface est aussi ce qui la rend si intéressante. On y trouve de l'eau. Une eau liquide venue d'un océan souterrain qui suinte et crée sur Europe une couche de glace comme une surfaceuse dame une patinoire. On pense que l'océan d'Europe n'a que 15 à 25 km de profondeur. Sur Terre, l'eau a été le berceau de la vie. Pourrait-il en être de même sur Europe ou sur d'autres lunes ? Les océans glacés des satellites sont peut-être l'habitat le plus répandu dans l'univers. Les objets tels que la Terre sont sans doute assez rares, mais les lunes glacées sont probablement légion. En février 2007, le vaisseau spatial New Horizons, en route vers Pluton et les régions éloignées du système solaire, a réussi à se rapprocher suffisamment d'Europe pour envoyer sur Terre des images stupéfiantes. Ce n'est que lorsque le Soleil se lève ou se couche derrière Europe que l'on peut voir ces immenses formes géologiques qu'on appelle des... crop circles. Ils sont très grands. Si vous décidiez de traverser un de ces cercles, vous descendriez d'abord doucement pour vous retrouver à quelques 30 mètres plus bas, et ensuite vous remonteriez au niveau initial. La ressemblance entre ces crop circles et les mystérieuses figures que l'on trouve ici et là sur la Terre s'arrête lorsqu'on en vient à leur taille. En effet, sur Europe, ils mesurent entre 3000 et 4500 km de diamètre. Pourtant, ils sont trop petits et trop réguliers pour être des cratères d'impact, car les astéroïdes, comme les comètes, ont des formes et des tailles différentes. Les crop circles d'Europe se ressemblent tous d'un point de vue géologique. Sans en avoir aucune preuve, on pense que Jupiter pourrait être à l'origine de ces formes, à cause de sa masse. Il se pourrait que la glace qui recouvre Europe ne s'enfonce pas jusqu'au cœur du satellite. Comme un iceberg sphérique, elle flotterait sur un océan localisé sous sa surface. La région polaire aurait été plus ou moins modelée par Jupiter et lentement étirée vers l'équateur au fil des siècles. C'est ainsi que l'on trouve une ligne de crop circles qui s'étend de cette zone jusqu'à l'équateur. Si la croûte glaciaire d'Europe ressemble aux icebergs terrestres, la partie immergée devrait être très importante. Cette hypothèse aurait d'immenses conséquences pour les explorations futures. Cela signifie qu'il y aurait en dessous 8 à 9 fois ce volume de glace. On en arrive à des dimensions impressionnantes.
La théorie de l'iceberg s'appuie sur l'hypothèse que l'océan, situé sous la surface d'Europe, peut être facilement atteint lorsqu'on tapote la fine croûte gelée. Les données que nous obtiendrons grâce au radar et aux rayons ultraviolets nous donneront des informations importantes avant même qu'un vaisseau spatial puisse atteindre la surface d'Europe. Les futurs explorateurs devront chercher les points chauds et les endroits où ce mystérieux océan a pu remonter à la surface et ensuite trouver le moyen d'y plonger. Ils pourraient choisir d'établir une base d'opération sur Ganymède, la plus grande lune de Jupiter. Comme Phobos pourrait être une étape dans l'exploration martienne, Ganymède pourrait l'être dans le système jupitérien. Elle est plus grande que Mercure et sa force de gravitation est plus proche de celle de la Terre que de celle des satellites de Jupiter. Bien qu'elle soit en résonance orbitale avec Io et Europe, elle est assez éloignée de Jupiter pour être moins affectée par les forces de marée de la géante gazeuse. Sur Ganymède, on pourrait se poser dans un grand cratère et construire une base protégée par une coupole à l'abri des particules chargées du système jupitérien. Ainsi, on sera en lieu sûr pour étudier Ganymède, son champ magnétique, l'intérieur du satellite, sa géologie, ainsi que le système jupitérien dans son ensemble. Ganymède est la seule lune du système solaire qui ait son propre champ magnétique. Pour cela, elle doit nécessairement avoir une masse suffisante et un noyau intérieur chaud. Sa masse est évidente, mais la source de cette chaleur reste une énigme. Ganymède est affectée à la fois par les forces de marée de Io et d'Europe. Mais son orbite est assez circulaire pour lui éviter d'être écrasée ou étirée par Jupiter, comme ses voisines plus modestes. On pense que par le passé, un événement a pu infléchir l'orbite de Ganymède. Peut-être son caractère excentrique a-t-il été bousculé pendant un moment. Cela aurait produit une friction importante à l'intérieur et chauffé le noyau. Nous ne savons pas vraiment. Mais le récent passage de New Horizons au-dessus du système jupitérien nous a donné un aperçu des merveilles qui nous attendent lorsque nous approcherons des lunes de Jupiter. Les spécialistes pensent déjà au jour où une sonde robotisée se posera sur l'une d'entre elles et commencera à élucider les secrets de ces mondes énigmatiques. Une lune glacée tourne aussi autour d'une autre géante gazeuse, Saturne. Elle est trop petite pour avoir sa propre atmosphère, mais cela ne l'empêche pas de perturber celle de sa planète. Enceladus, malgré sa petite taille, porte le nom d'un titan de la mythologie grecque. Comme Io et Europe, elle a une orbite excentrique. Les forces de marée de Saturne pressent et malaxent cette petite lune et produisent de la chaleur en son centre. Mais contrairement à Io, elle ne rejette pas le matériau en fusion en un grand nuage gazeux. L'eau ne remonte pas à la surface comme elle le fait sur Europe. Non, Enceladus crache des panaches d'eau glacée dans l'atmosphère de Saturne. Nous n'appelons pas cela un volcan. La vapeur d'eau reste en orbite autour de cette toute petite lune, où, comme elle est proche de Saturne, la force de gravitation peut l'attirer vers la planète. Après avoir travaillé sur le Torrey d'Io, Michael Mendillo et son équipe de l'Université de Boston se sont intéressés à l'influence d'Enceladus sur l'atmosphère de Saturne. Il s'avère que l'eau est un catalyseur qui permet de recombiner à merveille les ions et les électrons. Avant la sonde Cassini, les scientifiques créaient sur leurs ordinateurs des modèles pour déterminer les conditions atmosphériques qui règnent autour de Saturne. Ils avaient établi que la planète devait posséder une ionosphère importante. Mais étonnamment, les données rapportées par Cassini ont indiqué que l'ionosphère de Saturne ne représentait que 10% de ce que prévoyait l'ordinateur. Il semble que l'eau glacée éjectée d'Enceladus neutralise les particules chargées de l'ionosphère de Saturne. Attention, décollage. C'est presque par accident que les scientifiques ont appris l'influence de l'eau sur l'atmosphère de la planète. En 1973, quand la NASA a mis en route son programme Skylab, elle a lancé sa dernière fusée Saturne V, celle qui avait permis d'aller sur la Lune.
Jamais un vaisseau spatial n'avait réussi à rester en pleine combustion jusque dans la ionosphère. La gigantesque fusée a largué, à partir d'un de ses moteurs, 1 tonne de vapeur d'eau par seconde. Et ce jour-là, la ionosphère a failli disparaître. La manœuvre a creusé un trou béant dans l'ionosphère, la couche supérieure de l'atmosphère. Mais 24 heures plus tard, le dommage était réparé. Enceladus déverse 6 tonnes d'eau par seconde et les effets à long terme sur l'atmosphère de Saturne sont significatifs. Il n'y a pas lieu de craindre qu'Enceladus fasse entièrement disparaître l'ionosphère de sa planète. Mais cette toute petite lune, d'un diamètre de 450 km, a attiré l'attention de la communauté scientifique, tout comme le satellite de Saturne. Pendant que l'on conçoit des sondes à destination de Phobos et d'Europe, et qu'on étudie les données venues de Enceladus et de Io, une série toute nouvelle de lunes vient d'être révélée. Avant les années 1990, la plupart des astronomes étaient d'accord. Le système solaire comprenait 34 lunes. La plupart d'entre elles étaient des lunes régulières comme la nôtre, des objets sphériques qui tournent dans le même sens que leur planète. Mais une poignée de ces satellites sont ce qu'on appelle des lunes irrégulières. Ces dernières suivent des orbites allongées, souvent inclinées, et elles tournent dans la direction opposée à celle de leur planète. Elles ressemblent à des pommes de terre volantes ou à des objets difformes. Auparavant, il était très difficile de les localiser, car elles sont très petites et généralement très sombres. En l'espace d'une décennie, l'avènement de la photo numérique et le développement des télescopes à masque codé ont transformé l'étude des lunes du système solaire. Brett Gladman, de l'Université de la Colombie-Britannique, a découvert sa première lune irrégulière en 1997 à l'observatoire du Mont Palomar. Depuis, il a mis en lumière 17 objets du système solaire qui étaient auparavant cachés. Pour détecter des objets dans le système solaire externe, on observe les mouvements qu'ils décrivent par rapport aux étoiles et aux galaxies stationnaires qui sont à l'arrière-plan. Vous prenez une photo du ciel, vous attendez 1 heure et vous prenez une autre photo. Aucune des étoiles de la galaxie n'aura bougé. Mais les objets éloignés du système solaire externe auront changé de place entre les deux images de façon significative. En comparant les deux photos, on peut voir quelque chose qui ressemble à une cible mouvante. L'objet peut être une comète ou un astéroïde, ou une nouvelle lune irrégulière s'il tourne autour d'une planète de façon rétrograde. Il y a une autre différence importante entre les lunes régulières et irrégulières. Ces dernières ont été capturées. Elles se sont formées indépendamment de la planète autour de laquelle elles orbitent. Selon toute vraisemblance, elles faisaient partie des débris issus de la formation du système solaire. Phoebe, la plus grande lune irrégulière de Saturne, en est un exemple classique. Phoebe tourne très loin de Saturne. Elle a une orbite elliptique très inclinée et elle avance de façon rétrograde. Les images de Voyager suggéraient que cet objet pouvait être un astéroïde. Donc, on a pensé que c'était peut-être un astéroïde capturé. Maintenant, grâce à la sonde Cassini, nous savons qu'il s'agit d'un corps glacé très riche en eau. Cela exclut l'idée que l'objet vienne de la ceinture d'astéroïdes. On pense aujourd'hui que Phoebe serait née dans la ceinture de Kuiper, qui s'étend aux frontières du système solaire. La ceinture de Kuiper est composée de petits corps, des débris venus de la formation du système solaire. Elle tourne autour du Soleil, au-delà de l'orbite de Neptune. Mais il existe une autre théorie totalement différente. Il est probable que Phoebe, après sa formation, ait d'abord suivi sa propre orbite autour du Soleil. Et c'est là qu'elle aurait été capturée pour orbiter autour de Saturne. Car la plupart des objets qui se sont formés à proximité de la planète géante sont venus se fondre en elle ou ont été éjectés du système solaire. Phoebe aurait donc été fabriquée à partir de débris planétaires qui flottaient autour de Saturne lors de sa naissance. Mais il est possible aussi qu'elle se soit formée à partir d'un matériau différent, dont certains pensent qu'il viendrait des lunes irrégulières tournant autour de Jupiter.
Si c'est le cas, les astrogéologues pourront sans doute comparer les éléments des deux géantes gazeuses avec ceux qui composent Phoebe. Actuellement, il existe 3 théories sur la façon dont Phoebe et les autres lunes irrégulières ont perdu leur indépendance. Selon les 2 premières, elles auraient été capturées quand le système solaire était encore en formation et que les planètes n'étaient qu'un gros disque d'accrétion constitué de gaz et de débris. La théorie de la traînée de gaz est la plus simple. Les gaz épais tournoyaient autour de la planète en accrétion quand une comète, un astéroïde ou une combinaison de débris des 2 types d'objets a traversé la mixture gazeuse. Nous savons que les satellites réguliers des planètes géantes sont rassemblés en un grand disque d'accrétion que l'on retrouve autour de chacune d'entre elles, tel un petit système solaire en formation. Le gaz et la poussière de ce disque dans ses régions extérieures peut aussi représenter une source de friction. Le planétésimal, petit corps en gestation qui passe par là, est alors légèrement ralenti puis capturé. La seconde théorie est une variante de la première. Ici, au lieu qu'un objet soit simplement capturé lorsqu'il traverse les gaz en accrétion, il serait attiré dans l'orbite de la planète en formation par sa force gravitationnelle. Ces 2 théories, qui voient dans les lunes des objets capturés, fonctionnent aussi bien pour Jupiter que pour Saturne. La masse des éléments qui devaient les constituer était certainement assez importante pour ralentir les objets qui passaient par là. Mais qu'en est-il pour les géantes glacées Neptune et Uranus? En raison du froid extrême, elles se sont formées beaucoup plus lentement. Il est difficile de croire que la mixture d'accrétion glacée était assez massive pour capturer un objet du système solaire. Or, les 2 géantes glacées ont elles aussi des lunes irrégulières. D'où une 3e théorie, celle des 3 corps en interaction. Nous avons découvert que dans de nombreux cas, là où nous pensions qu'il n'y avait qu'un objet, il s'en trouvait 2. Souvent, ils sont plus ou moins de la même taille et se déplacent dans un système binaire. Au lieu d'avoir un grand objet, avec un plus petit en orbite autour de lui, comme ceci, on a généralement 2 objets de taille similaire qui tournent autour de leur centre de masse commune, qu'on appelle le barycentre. On parle de système binaire quand 2 objets de la même taille sont assez proches du barycentre pour empêcher un 3e objet plus grand de les séparer. Mais lorsqu'un des objets est notablement plus grand que l'autre, le 3e, s'il est plus massif, a plus de chances de les séparer. Le plus petit s'éloignera davantage du barycentre que le plus grand. L'objet le plus petit se rapproche de la planète et finit par être capturé, tandis que son partenaire est éjecté dans une orbite indépendante. Mais il existe un satellite qui semble échapper à toute classification, c'est Triton. Il tourne autour de Neptune de façon rétrograde, c'est-à-dire dans le sens opposé à celui de la rotation de sa planète. Cela devrait faire de lui une lune irrégulière, si ce n'est qu'il est sphérique et qu'il décrit une orbite presque circulaire, proche de l'équateur, ce qui est la description typique d'une lune régulière. Il rejette également d'étranges panaches glacés, qui indiquent qu'il avait autrefois, et qu'il a peut-être aujourd'hui encore, une activité volcanique. Avant que Voyager 2 ne s'aventure aux confins du système solaire, Triton, satellite de Neptune, était considéré comme un objet mort, constitué de roches et de la taille de notre Lune. Mais la sonde spatiale a transmis des images qui ont révélé aux scientifiques stupéfaits des montagnes, des lignes de failles, des fissures, témoignant d'un mouvement tectonique ainsi que d'une atmosphère d'une grande épaisseur. Les phénomènes géologiques que l'on associe généralement aux grandes planètes chaudes pourraient donc exister sur une lune glacée légèrement plus petite que la nôtre. En 1989, Voyager n'a pas détecté de volcan actif. Pourtant, comme sur Enceladus, satellite de Saturne, des geysers jaillissent régulièrement à la surface de Triton. Ce qui est réellement étonnant ici, ce n'est pas simplement le phénomène géologique en soi, c'est surtout le fait qu'il se produise sur une lune irrégulière. La plupart des grandes lunes du système solaire sont des satellites réguliers. Mais il y a une exception très importante, c'est Triton, la plus grande lune de Neptune, qui orbite dans le mauvais sens.
Donc on pense que Triton est un objet capturé. On aurait ainsi une lune capturée qui se comporterait comme une lune régulière. Mais comment un objet de la taille de Triton aurait-il pu ralentir sans traverser l'atmosphère de Neptune ni entrer en collision avec la planète glacée? Aucun pari n'est certain de réussir, mais certaines théories ont plus de chances que d'autres. Comme à la roulette, Triton et Neptune ont misé et ont fait confiance au destin. Faites vos jeux. À la roulette, il y a plusieurs façons de parier. On mise sur différents numéros et comme dans la plupart des jeux de chance, plus on mise, plus les gains sont élevés. 20 noirs et pairs. 3 possibilités se présentent quant à la façon dont Triton a pu être capturé par Neptune. Trois hypothèses sont valables d'un point de vue physique. La première semble la plus complexe. La période au cours de laquelle Neptune avait autour d'elle un disque de gaz et de poussière susceptible de capturer un objet comme Triton en formation a été très courte. La fenêtre de temps est très étroite. C'est comme parier sur le zéro vert à une table de roulette. Il est plus probable qu'à un certain moment de l'histoire du système solaire, le matériau qui allait constituer Triton se soit écrasé sur un satellite glacé régulier de taille moyenne. Et c'est de cette collision qu'est donc né Triton. C'est comme lorsqu'on parie sur le premier tiers de la table de roulette. On a une chance sur 3. Mais le mieux, c'est de parier sur pair. On a alors une chance sur 2. À l'heure actuelle, la meilleure hypothèse pour la capture de Triton est celle de sa capture dans un système binaire. Dans la ceinture de Kuiper, nous savons qu'il y avait sans doute des milliers d'objets qui étaient de la bonne taille et orbitaient avec un autre objet, peut-être même encore plus grand. Neptune aurait pu capturer l'un d'eux. Personne ne connaît avec certitude l'histoire des premiers jours du système solaire, quand Neptune a capturé Triton. Mais dès que le satellite a commencé à tourner autour de sa planète, de manière irrégulière, il s'est mis à détruire tout ce qui était sur son chemin. Neptune n'a pas un système très régulier de satellites. On pense que la capture de Triton a perturbé ce qui était auparavant un système régulier, comme en ont les autres grandes planètes. C'est comme si Triton, furieux d'avoir perdu sa liberté, se défoulait sur les autres lunes infortunées de Neptune. Mais d'où vient ce fougueux satellite? Les données récoltées par Voyager 2 indiquent que la densité de Triton est à peu près égale à celle de Pluton. Aucune autre lune régulière ne peut prétendre à une telle ressemblance. On soupçonne que les deux objets trouvent leur origine dans la ceinture de Kuiper. Le système solaire externe était constitué de grands objets qui suivaient chacun leur route. Certains d'entre eux ont donné naissance aux planètes géantes. D'autres ont été éjectés plus loin vers la ceinture de Kuiper, où ils sont encore aujourd'hui. Collision, accrétion et même capture ont rétréci ce qui était autrefois un réservoir important de matériaux pour la construction planétaire. Très tôt dans l'histoire du système solaire, la ceinture de Kuiper a sans doute été habitée d'objets beaucoup plus grands qu'aujourd'hui, dont la masse était peut-être 50 fois celle de la Terre, alors que maintenant, sa masse est inférieure à celle de la Terre. Ce qui reste de la ceinture de Kuiper est aussi vieux que le système solaire lui-même. Le matériau dont sont faits les objets binaires, les restes de collision et même certaines lunes extraterrestres, n'a pas changé depuis plus de 4 milliards d'années. Il est stupéfiant de voir à quel point les lunes sont toutes différentes dans le système solaire externe. La première fois que je me suis retrouvé dans un centre d'astronomie dans les années 1960, aucun de ces satellites n'avait encore été découvert. Ils n'étaient que de petits points dans l'objectif du télescope et nous ne savions pas combien ils étaient différents. Nous quittons les régions glacées du système solaire et revenons sur Terre, intimidés par l'étendue de l'univers et la grandeur des planètes. Il est bon de s'arrêter un instant et de se retourner sur ces petits objets qui peuplent l'obscurité. Ces lunes extraterrestres dont on a découvert tardivement la nature renferment des énigmes qui n'attendent que la curiosité humaine pour être résolues.
reprenait sans fin son ouvrage. Si une lune est soumise au chauffage de marée, elle devient malléable. Elle peut être étirée comme l'argile et déformée par les forces gravitationnelles de sa planète. La surface de la Lune est froide. Elle se brise comme l'argile que l'on peut alors déchirer. Mais l'intérieur est chaud et peut littéralement couler, s'étirer, être malaxé par l'action gravitationnelle de la planète dont elle est le satellite. La plupart des lunes régulières ont des orbites circulaires. Le phénomène de chauffage de marée se produit lorsque le satellite suit une orbite plus allongée et que la distance qui le sépare de sa planète change radicalement au cours d'une même révolution. On observe ce type d'orbite excentrique lorsque les forces gravitationnelles viennent la perturber. Quand une lune subit une orbite excentrique, c'est-à-dire une orbite qui n'est pas circulaire, tantôt elle se rapproche et tantôt elle s'éloigne de la planète. Et quand elle en est très proche, elle est comprimée et mise en pièces. Io est en résonance orbitale avec les autres satellites que sont Europe et Ganymède. Pendant que Jupiter et Io luttent pour trouver une relation synchrone, Europe et Ganymède attirent Io dans une direction opposée, tandis que Jupiter l'attire dans l'autre sens, et elle se retrouve à la fois écartelée et comprimée. Le chauffage de marée qui s'exerce sur Io produit ces volcans prodigieux, mais a également un autre effet. Il est à l'origine du plus grand objet stationnaire visible du système solaire, un nuage gazeux massif, 500 fois plus grand que Jupiter. En 1990, le professeur Michael Mendillo et son équipe de l'université de Boston ont découvert un immense nuage gazeux qui s'étend de part et d'autre de Jupiter. Ils ont été les premiers à photographier en entier la nébuleuse, ainsi qu'à découvrir son origine et le mécanisme qui lui permet de se développer. Io n'est pas grande, donc elle n'a pas une large atmosphère. Mais ces volcans lui fournissent en permanence un matériau qui la remplace. On peut se demander pourquoi elle n'a pas une atmosphère immense, puisque tous ces volcans sont en activité depuis l'éternité. C'est parce que ce matériau s'échappe. On a récemment découvert que les laves d'Io étaient riches en sodium. Bien que celui-ci ne représente que 5% des matériaux éjectés, les télescopes terrestres le détectent facilement, car il émet une lumière jaune. Sur Terre, il est souvent utilisé pour éclairer les rues des villes du monde entier. Le sodium et les autres molécules gazeuses sont bombardés d'électrons du puissant champ magnétique de Jupiter. Les électrons et les protons... Une fois que vous avez une image en binaire, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Mendillo et son équipe savaient qu'il y avait du sodium dans la nébuleuse. Il y en a aussi dans l'atmosphère de la Terre. Ils ont ainsi comparé les images numériques des atmosphères de Jupiter et de la Terre et mis au point une image de la nébuleuse. Avant, c'était très difficile. On n'avait que 2 photos, 2 feuilles de papier. Maintenant, avec ces caméras numériques, la façon dont nous pouvons produire les images a changé du tout au tout. Io, d'un point de vue esthétique et scientifique, serait une destination fascinante. Mais son environnement hostile représente sans doute un obstacle incontournable. Même une sonde robotisée aurait des difficultés à se poser parmi les fissures éruptives du satellite. Mais il existe une autre lune en orbite autour de Jupiter qui pourrait accueillir une mission d'exploration et peut-être même abriter des formes de vie extraterrestres. Europe est un des objets les plus fascinants et les plus énigmatiques de notre système solaire. Elle ne ressemble à aucun autre endroit. Et bien sûr, on ne trouve rien de tel sur la Terre. Quand on voit les images qui ont été prises de sa surface, on observe des fissures, un terrain très modelé et même chaotique. Il y a aussi comme des icebergs dans certaines zones. Nous savons qu'Europe est une lune extraterrestre. Pourrait-elle aussi abriter des formes de vie extraterrestres? Europe orbite à 400 000 km de Jupiter, 2 fois plus loin que Io. Et elle est, comme sa cousine au volcan actif, modelée par les forces de marée. C'est Jupiter qui a le plus d'influence. Sa masse, comme un amant insistant, tire le satellite vers lui.
Europe résiste avec sa propre force de gravitation, et les deux objets vivent en symbiose à des centaines de milliers de kilomètres au-dessus de la gazeuse géante. Mais il n'y a pas que Jupiter qui attire Europe. La petite Io et Ganymède, son homologue plus grande, tirent Europe dans d'autres directions. C'est le même phénomène de résonance orbitale que celui qui agit sur Io. Mais les conséquences en sont très différentes sur Europe. Il fait très froid à l'extérieur, moins 300 degrés à certains endroits, mais la Lune est chaude à l'intérieur. Et ce qu'on voit remonter à sa surface est aussi ce qui la rend si intéressante. On y trouve de l'eau. Une eau liquide venue d'un océan souterrain qui suinte et crée sur Europe une couche de glace comme une surfaceuse dame une patinoire. On pense que l'océan d'Europe n'a que 15 à 25 km. Un des satellites de Jupiter a été tellement maltraité par l'énorme masse de la planète qu'il a littéralement été éjecté vers l'extérieur. En février 2007, le vaisseau spatial New Horizons, en route pour Pluton, a dirigé ses télescopes vers Io. Celle-ci, qui est à peu près de la taille de notre Lune, orbite à une distance de 395 000 km de Jupiter. Elle se différencie des autres satellites de la grande planète gazeuse par ses éruptions volcaniques spectaculaires. La sonde New Horizons a pris des images détaillées de la lave brillante qui a coulé à la surface de Io et de l'immense panache de poussière, long de 350 km, qui s'élève au-dessus de la Lune en fusion. Comme toutes les lunes régulières de Jupiter, Io tire son nom de celui d'une maîtresse du dieu romain. Elle a été découverte par Galilée en 1610, puis photographiée pour la première fois par Pioneer 1 en 1974 et de nouveau par Voyageur en 1979. Son activité trépidante a intrigué les spécialistes pendant des décennies. Chaque jour, à chaque seconde, une tonne de matériaux s'échappe de cette lune qu'est Io. C'est une machine phénoménale. J'aimerais pouvoir aller sur Io, mais ce serait très dangereux, chaud et sulfureux. Io est trop petite. Il est impossible qu'elle ait entretenu la fusion de son noyau depuis sa formation. Un autre processus mystérieux est responsable de cette chaleur. Il se peut que tout l'intérieur de Io soit en fusion, parce qu'elle est comprimée du fait qu'elle orbite autour de Jupiter. Ce phénomène est connu sous le nom de chauffage de marée. La force de gravitation massive de Jupiter provoque une friction interne du noyau de Io. De même qu'un sculpteur malaxe un morceau froid d'argile, Jupiter pétrit et masse Io en permanence. C'est comme si la grande planète reprenait sans fin son ouvrage. Si une lune est soumise au chauffage de marée, elle devient malléable. Elle peut être étirée comme l'argile et déformée par les forces gravitationnelles de sa planète. La surface de la Lune est froide. Elle se brise comme l'argile que l'on peut alors déchirer. Mais l'intérieur est chaud et peut littéralement couler, s'étirer, être malaxé par l'action gravitationnelle de la planète dont elle est le satellite. La plupart des lunes régulières ont des orbites circulaires. Le phénomène de chauffage de marée se produit lorsque le satellite suit une orbite plus allongée et que la distance qui le sépare de sa planète change radicalement au cours d'une même révolution. On observe ce type d'orbite excentrique lorsque les forces gravitent, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que leur planète tourne dans l'autre sens. Phoebe, un satellite de Saturne récemment découvert, en est un parfait exemple. Au début, elle était indépendante et tournait autour du Soleil, avant d'être capturée par Saturne, plus massif. Qu'elles soient régulières ou irrégulières, les lunes évoluent dans la zone gravitationnelle de leur planète. On appelle l'étendue approximative de cette région la sphère de Hill. Elle tient son nom de George William Hill, un astronome américain qui a défini ce concept au milieu des années 1800. La sphère de Hill est cette zone qui se déplace en même temps qu'une planète et dont la force gravitationnelle est plus forte que celle du Soleil. Les lunes de Mars, Deimos et Phobos, ont des comportements très différents à l'intérieur de la sphère de Hill.
Si la planète tourne plus vite que son satellite, comme c'est le cas pour Deimos, les forces de marée vont pousser la Lune de plus en plus loin. Phobos, lui, tourne plus vite que Mars. Ces petites lunes ont été découvertes en 1877 par un astronome américain, Asaph Hall. Il a donné à Phobos le nom du dieu grec de la peur et à Deimos celui du dieu de la terreur. Tom Duxbury faisait partie de la mission Mariner 9, qui en novembre 1971 a photographié pour la première fois les deux lunes en forme de pommes de terre. C'était tard dans la nuit, par une journée froide, pluvieuse, sombre et maussade. J'ai tourné la photo sur le côté. La Lune ressemblait à un crâne. C'était une image sinistre. Phobos poursuit une trajectoire fatale. Elle orbite à 5500 km de Mars, c'est-à-dire plus près de sa planète que toute autre lune du système solaire. Si la nôtre était aussi proche de la Terre que Phobos l'est de Mars, elle nous semblerait 20 fois plus grande. La durée de son orbite se compterait en heures et non en jours comme c'est le cas. Et quand elle serait pleine, elle couvrirait le ciel. Les marées diurnes auraient une amplitude 10 fois plus importante. Et la Lune finirait peut-être par s'écraser sur la Terre. La situation délicate de Phobos est liée à un processus que l'on appelle l'accélération séculaire. Tandis que le satellite se déplace plus vite que Mars, 200, selon les spécialistes qui en font le compte. Il est clair que si l'on pouvait se placer à la périphérie de l'atmosphère gazeuse de Jupiter et regarder le ciel, on pourrait admirer le balai somptueux de ces lunes satellites. Ce serait merveilleux de pouvoir observer ces lunes. À certains moments, on verrait passer Io. Et lors d'un passage sur deux, on apercevrait en même temps Europe. Et une fois sur 4, on verrait aussi Ganymède. Un des satellites de Jupiter a été tellement maltraité par l'énorme masse de la planète qu'il a littéralement été éjecté vers l'extérieur. En février 2007, le vaisseau spatial New Horizons, en route pour Pluton, a dirigé ses télescopes vers Io. Celle-ci, qui est à peu près de la taille de notre Lune, orbite à une distance de 395 000 km de Jupiter. Elle se différencie des autres satellites de la grande planète gazeuse par ses éruptions volcaniques spectaculaires. La sonde New Horizons a pris des images détaillées de la lave brillante qui a coulé à la surface de Io et de l'immense panache de poussière, long de 350 km, qui s'élève au-dessus de la Lune en fusion. Comme toutes les lunes régulières de Jupiter, Io tire son nom de celui d'une maîtresse du dieu romain. Elle a été découverte par Galilée en 1610, puis photographiée pour la première fois par Pioneer 1 en 1974 et de nouveau par Voyager en 1979. Son activité trépidante a intrigué les spécialistes pendant des décennies. Chaque jour, à chaque seconde, une tonne de matériaux s'échappe de cette lune qu'est Io. C'est une machine phénoménale. J'aimerais pouvoir aller sur Io, mais ce serait très dangereux, chaud et sulfureux. Io est trop petite. Il est impossible qu'elle ait entretenu la fusion de son noyau depuis sa formation. Un autre processus mystérieux est responsable de cette chaleur. Il se peut que tout l'intérieur de Io soit en fusion, parce qu'elle est comprimée du fait qu'elle orbite autour de Jupiter. Ce phénomène est connu sous le nom de chauffage de marée. La force de gravitation massive de Jupiter provoque une friction interne du noyau de Io. De même qu'un sculpteur malaxe un morceau froid d'argile, Jupiter pétrit et masse Io en permanence. C'est comme si la grande planète reprenait sans fin son ouvrage. Si une lune est soumise au chauffage de marée, elle devient malléable. Elle peut être étirée comme l'argile et déformée par les forces gravitationnelles de sa planète.
La surface de la Lune il est en avance sur la rotation de sa planète et par conséquent se lève à l'ouest, se déplace en tête et se couche à l'est. Il faudra au moins 50 millions d'années avant que Phobos ne disparaisse complètement. Avant cela, on aura peut-être commencé à coloniser Mars. C'est cette idée qu'a développée l'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke dans son livre « Les sables de Mars ». Nous n'avons aucune véritable raison de coloniser Phobos, mais sa position fait de ce satellite une étape naturelle sur la route vers Mars. Du point de vue de la force gravitationnelle, il est beaucoup plus facile d'aller sur Phobos, où il n'y en a aucune, que de lutter avec celle de Mars pour s'opposer à sa surface. De Galilée à Stanley Kubrick, les planètes géantes du système solaire externe ont toujours enflammé l'imagination des créateurs. Mais en réalité, les explorer serait courir au suicide. La pression accablante de l'atmosphère très épaisse de Jupiter rendrait presque impossible tout mouvement. Pourtant, les satellites de ces monstres peuvent être des plateformes intéressantes pour leur exploration et même leur future colonisation. Ces prisonniers de la force gravitationnelle de Jupiter sont-ils des mondes hostiles? Y a-t-il une chance qu'ils abritent une forme de vie? Ou bien pourrait-il être un havre de sécurité pour les générations futures d'explorateurs planétaires? Jusqu'à une époque toute récente, on savait très peu de choses sur les lunes des géantes gazeuses et glacées. La plupart d'entre elles restaient cachées à l'abri de leur planète. Aujourd'hui, les télescopes et l'exploration spatiale nous révèlent un royaume peuplé par une foule de lunes. Certaines, sphériques, sont semblables à des planètes. D'autres, difformes, mesurent à peine 45 km de diamètre. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, est un aimant pour les lunes. Elle s'est formée il y a près de 4,5 milliards d'années quand un nuage massif de gaz s'est effondré sur lui-même. Ce processus, appelé accrétion, a marqué les débuts du système jupitérien. La plus grande partie du gaz et du matériau qui tournoyait dans l'espace a commencé à former la planète. Et l'autre petite partie s'est rassemblée en amas, tourbillonnant dans l'orbite de Jupiter. Ces accrétions miniatures se sont ensuite solidifiées pour former ces lunes régulières, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Une fois Jupiter formée, elle a commencé, grâce à sa force gravitationnelle, à faire entrer dans son cheptel de petits débris, reliquats de la naissance du système solaire primitif. Les planètes géantes se sont... Et l'exploration spatiale nous révèle un royaume peuplé par une foule de lunes. Certaines, sphériques, sont semblables à des planètes. D'autres, difformes, mesurent à peine 45 km de diamètre. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, est un aimant pour les lunes. Elle s'est formée il y a près de 4,5 milliards d'années quand un nuage massif de gaz s'est effondré sur lui-même. Ce processus, appelé accrétion, a marqué les débuts du système jupitérien. La plus grande partie du gaz et du matériau qui tournoyait dans l'espace a commencé à former la planète. Et l'autre petite partie s'est rassemblée en amas, tourbillonnant dans l'orbite de Jupiter. Ces accrétions miniatures se sont ensuite solidifiées pour former ces lunes régulières, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Une fois Jupiter formée, elle a commencé, grâce à sa force gravitationnelle, à faire entrer dans son cheptel de petits débris, reliquats de la naissance du système solaire primitif. Les planètes géantes se sont formées dans un environnement riche en gaz, là où une foule de petites épaves flottait dans le système solaire, prêtes à être capturées. Le nombre de lunes de Jupiter peut aller de 60 à 200, selon les spécialistes qui en font le compte. Il est clair que si l'on pouvait se placer à la périphérie de l'atmosphère gazeuse de Jupiter et regarder le ciel, on pourrait admirer le balai somptueux de ces lunes satellites. Ce serait merveilleux de pouvoir observer ces lunes. À certains moments, on verrait passer Io. Et lors d'un passage sur deux, on apercevrait en même temps Europe. Et une fois sur 4, on verrait aussi Ganymède. Un des satellites de Jupiter a été tellement maltraité par l'énorme masse de la planète
qu'il a littéralement été éjecté vers l'extérieur. En février 2007, le vaisseau spatial New Horizons, en route pour Pluton, a dirigé ses télescopes vers Io. Celle-ci, qui est à peu près de la taille de notre Lune, orbite à une distance de 395 000 km de Jupiter. Elle se différencie des autres satellites de la grande planète gazeuse par ses éruptions volcaniques spectaculaires. La sonde New Horizons a pris des images détaillées de la lave brillante qui a coulé à la surface de Io et de l'immense panache de poussière, long de 350 km, qui s'élève au-dessus de la Lune en fusion. Comme toutes les lunes régulières de Jupiter, Io tire son nom de celui d'une maîtresse du dieu romain. Elle a été découverte par Galilée en 1610, puis photographiée pour la première fois par Pioneer 1 en 1974 et de nouveau par Voyager en 1979 de Hill. Si la planète tourne plus vite que son satellite, comme c'est le cas pour Deimos, les forces de marée vont pousser la Lune de plus en plus loin. Phobos, lui, tourne plus vite que Mars. Ces petites lunes ont été découvertes en 1877 par un astronome américain, Asaph Hall. Il a donné à Phobos le nom du dieu grec de la peur et à Deimos celui du dieu de la terreur. Tom Duxbury faisait partie de la mission Mariner 9, qui en novembre 1971 a photographié pour la première fois les deux lunes en forme de pommes de terre. C'était tard dans la nuit, par une journée froide, pluvieuse, sombre et maussade. J'ai tourné la photo sur le côté. La Lune ressemblait à un crâne. C'était une image sinistre. Phobos poursuit une trajectoire fatale. Elle orbite à 5500 km de Mars, c'est-à-dire plus près de sa planète que toute autre lune du système solaire. Si la nôtre était aussi proche de la Terre que Phobos l'est de Mars, elle nous semblerait 20 fois plus grande. La durée de son orbite se compterait en heures et non en jours comme c'est le cas. Et quand elle serait pleine, elle couvrirait le ciel. Les marées diurnes auraient une amplitude 10 fois plus importante. Et la Lune finirait peut-être par s'écraser sur la Terre. La situation délicate de Phobos est liée à un processus que l'on appelle l'accélération séculaire. Tandis que le satellite se déplace plus vite que Mars, des forces de marée s'élèvent à la surface de la planète qui attirent Phobos vers elle un peu plus à chaque orbite. La lutte entre les deux objets ressemble aux forces qui s'exercent dans un jeu populaire américain, le Tetherball. Imaginons que la balle soit la Lune, le poteau la planète, et que la corde entre le poteau et la balle représente la force de gravitation de la planète. Nous voyons que la force de gravitation pousse la Lune à accélérer. Elle va de plus en plus vite et poursuit son chemin jusqu'à frapper le poteau. C'est exactement ce qui arrive à Phobos. Elle orbite autour de Mars plus vite que celle-ci n'avance. L'interaction de marée la pousse à se rapprocher et à accélérer les conditions atmosphériques qui règnent autour de Saturne. Ils avaient établi que la planète devait posséder une ionosphère importante. Mais étonnamment, les données rapportées par Cassini ont indiqué que l'ionosphère de Saturne ne représentait que 10% de ce que prévoyait l'ordinateur. Il semble que l'eau glacée éjectée d'Enceladus neutralise les particules chargées de l'ionosphère de Saturne. Attention, décollage. C'est presque par accident que les scientifiques ont appris l'influence de l'eau sur l'atmosphère de la planète. En 1973, quand la NASA a mis en route son programme Skylab, elle a lancé sa dernière fusée Saturne V, celle qui avait permis d'aller sur la Lune.
Jamais un vaisseau spatial n'avait réussi à rester en pleine combustion jusque dans la ionosphère. La gigantesque fusée a largué, à partir d'un de ses moteurs, 1 tonne de vapeur d'eau par seconde. Et ce jour-là, la ionosphère a failli disparaître. La manœuvre a creusé un trou béant dans l'ionosphère, la couche supérieure de l'atmosphère. Mais 24 heures plus tard, le dommage était réparé. Enceladus déverse 6 tonnes d'eau par seconde et les effets à long terme sur l'atmosphère de Saturne sont significatifs. Il n'y a pas lieu de craindre qu'Enceladus fasse entièrement disparaître l'ionosphère de sa planète. Mais cette toute petite lune, d'un diamètre de 450 km, a attiré l'attention de la communauté scientifique, tout comme le satellite de Saturne. Pendant que l'on conçoit des sondes à destination de Phobos et d'Europe, et qu'on étudie les données venues de Enceladus et de Io, une série toute nouvelle de lunes vient d'être révélée. Avant les années 1990, la plupart des astronomes étaient d'accord. Le système solaire comprenait 34 lunes. La plupart d'entre elles étaient des lunes régulières comme la nôtre, des objets sphériques qui tournent dans le même sens que leur planète. Mais une poignée de ces satellites sont ce qu'on appelle des lunes irrégulières. Ces dernières suivent des orbites allongées, souvent inclinées, et elles tournent dans la direction opposée à celle de leur planète. Elles ressemblent à des pommes de terre volantes ou à des objets difformes. Auparavant, il était très difficile de les localiser, car elles sont très petites et généralement très sombres. En l'espace d'une décennie, l'avènement de la photo numérique et le développement des télescopes à masque codé ont transformé l'étude des lunes du système solaire. Brett Gladman, de l'Université de la Colombie-Britannique, a découvert sa première lune irrégulière en 1990. La ionosphère. La gigantesque fusée a largué, à partir d'un de ses moteurs, 1 tonne de vapeur d'eau par seconde. Et ce jour-là, la ionosphère a failli disparaître. La manœuvre a creusé un trou béant dans l'ionosphère, la couche supérieure de l'atmosphère. Mais 24 heures plus tard, le dommage était réparé. Enceladus déverse 6 tonnes d'eau par seconde et les effets à long terme sur l'atmosphère de Saturne sont significatifs. Il n'y a pas lieu de craindre qu'Enceladus fasse entièrement disparaître l'ionosphère de sa planète. Mais cette toute petite lune, d'un diamètre de 450 km, a attiré l'attention de la communauté scientifique, tout comme le satellite de Saturne. Pendant que l'on conçoit des sondes à destination de Phobos et d'Europe, et qu'on étudie les données venues de Enceladus et de Io, une série toute nouvelle de lunes vient d'être révélée. Avant les années 1990, la plupart des astronomes étaient d'accord. Le système solaire comprenait 34 lunes. La plupart d'entre elles étaient des lunes régulières comme la nôtre, des objets sphériques qui tournent dans le même sens que leur planète. Mais une poignée de ces satellites sont ce qu'on appelle des lunes irrégulières. Ces dernières suivent des orbites allongées, souvent inclinées, et elles tournent dans la direction opposée à celle de leur planète. Elles ressemblent à des pommes de terre volantes ou à des objets difformes. Auparavant, il était très difficile de les localiser, car elles sont très petites et généralement très sombres. En l'espace d'une décennie, l'avènement de la photo numérique et le développement des télescopes à masque codé ont transformé l'étude des lunes du système solaire. Brett Gladman, de l'Université de la Colombie-Britannique, a découvert sa première lune irrégulière en 1997 à l'observatoire du Mont Palomar. Depuis, il a mis en lumière 17 objets du système solaire qui étaient auparavant cachés. Pour détecter des objets dans le système solaire externe, on observe les mouvements qu'ils décrivent par rapport aux étoiles et aux galaxies stationnaires qui sont à l'arrière-plan. Vous prenez une photo du ciel, vous attendez 1 heure, et vous prenez une autre photo. Aucune des étoiles de la galaxie n'aura bougé, mais les objets éloignés du système solaire externe auront changé de place entre les deux images de façon significative.
En comparant les deux photos, on peut voir quelque chose qui ressemble à une cible mouvante. L'objet peut être une comète ou un astéroïde, ou une nouvelle lune irrégulière s'il tourne autour d'une planète de façon rétrograde.